Salut, celui-ci c'est que tu aimes le rap français. Alors suis-moi dans cette série consacrée à toute l'histoire du rap français, où on retracera l'histoire de légendes, d'inconnus, de rois sans couronne et de mecs j'avoue un peu surcotés. Tu as déjà pu entendre l'histoire de l'avant-gardisme et de la résilience de Booba, de la patience de Caris, ou encore celle de l'authenticité et du génie commercial de PNL. Les artistes que nous allons rencontrer durant notre voyage ont peut-être 2, voire 3 fois plus fait avancer le rap français que les rappeurs dont je viens de te parler. C'est bon, je t'ai assez hypé? Si oui, on peut désormais retourner pas 10 ans, pas 20 ans, mais 40 ans en arrière pour rencontrer les premières figures du rap en France. T'es prêt? Parce qu'on décolle maintenant. La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu. Pas le temps pour les regrets. Pour les gros et les petits torses, mais aucune peine, je te nique ta race. Je veux voir du rap sur ma gire. ODD Israël, sur la prod qui comme Israël. Notre histoire commence aux États-Unis dans une block party. Pour rappel, ce sont les soirées où le mouvement hip-hop est né, principalement avec des Afro-Américains qui à l'époque dansaient pour se détendre, dans une Amérique malheureusement en proie au racisme banalisé. Ce sont donc des beatboxers, des graffeurs, des DJ, des breakdancers et des rappeurs qui créeront cette culture. Revenons donc à cette soirée, en 1979, où Sylvia Robinson fera la rencontre de Wonder Mike, Big Bang Hank et Master G. Elle les signera dans le label Sugar Hill, ce qui donnera leur nom au groupe, le Sugar Hill Gang. Ce groupe offrira au hip-hop son premier succès mondial, le fameux Rapper's Delight. En France, après le raz-de-marée qu'a été le morceau de Sugar Hill Gang, mais aussi d'autres morceaux, comme It's Tricky de Run DMC en 1986, le mouvement hip-hop est partout. En se mélangeant à la variété française avec le morceau de Chagrin d'amour, Chacun fait ce qui lui plaît, en 1981. 5h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Nous aurons aussi des rappeurs américains qui essaieront de s'internationaliser en rappant en français, avec par exemple Change the Beat de Five Five Freddy en 1982. Partons maintenant du côté du Canada, et plus précisément au Québec, où nous retrouvons Lucien Francoeur, qui interpréta en 1983 le morceau Le Rapabilly. Son, c'est Shirley. Elle me demande ce que je fais, je lui dis que je fais pas grand chose, mais que de toute façon, j'aimerais ça si elle venait faire un tour à la maison. Qui est plutôt spécial. Mais du coup tu dois te dire, pourquoi est-ce que le son s'appelle le Rapabilly alors que le book s'appelle Lucien? Eh bien ça, je n'ai aucune idée. Non, plus sérieusement, ce nom est inspiré d'un morceau de l'époque qui se nomme le Rockabilly. Il a donc personnalisé à sa manière. Je te rassure, quand je te parlais légende, il en fait pas du tout partie. Mais retiens quand même cette anecdote, elle nous servira pour la suite. Maintenant qu'on a découvert comment le mouvement hip-hop s'est exporté jusqu'en France, et pour réunir quelques passionnés, on a aussi pu voir un aperçu de ce qu'était le rap à l'époque, en faisant un bref tour du monde. On va pouvoir dès maintenant observer par quels médias le hip-hop est passé pour se faire connaître du plus grand nombre. Pour rappel, nous sommes encore dans les années 80, donc pour diffuser de la musique, qui est le sujet principal de la vidéo, le moyen le plus simple est la radio. Mais d'autres médias veulent aussi prendre leur part. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Comme je viens de te le dire, le rap français se développe principalement à la radio, et la première à le faire en France est Carbone 14, avec son légendaire animateur Phil Barnet. Il diffusera des sons de rap américain, mais aussi de funk, des musiques peu écoutées à l'époque. Il est aussi connu pour être l'un des premiers à rapper à la radio. En effet, il créa son générique en rappant, je te laisse le découvrir. Je t'ai dit juste avant que c'était à la radio que le rap français se diffusait le plus. C'est vrai, mais un événement inédit fit connaître le hip-hop à bien plus de monde. Je parle d'un concert, mais ce dernier fut spécial. Laisse-moi te raconter son histoire, mais pour cela, il faut que je t'introduise un nouveau personnage, Bernard Zecri, un Français qui partit découvrir les États-Unis. Bernard était fan de musique, donc il fut vite employé dans le label Celluloid, qui signa et produit des légendes comme Africa Bambaataa ou encore Fab Five Freddy. Ce label était dirigé par Jean Caracos, un Français lui aussi, qui avait pour ambition d'internationaliser le hip-hop en Europe. Au même moment, un journal spécialisé dans le hip-hop eut une idée similaire, organiser la première tournée internationale de rap. Et comme la vie est bien faite, il connaissait un certain Bernard Zecri. Ça se dit peut-être quelque chose. Bernard fit donc le lien entre le journal et son patron Jean Caracos, qui persuada les artistes signés dans son label de participer à cette tournée. Il ne restait maintenant qu'à trouver des financements, et c'est la Fnac et Europe 1 qui joueront ce rôle. Maintenant tous les acteurs réunis, le New York City Rap Tour
puis prendre vie. La tournée passa donc à Paris, à Londres et dans différentes villes des États-Unis. Bon, maintenant que je t'ai expliqué la création du New York City Rap Tour, il faut comprendre pourquoi il est si important pour la culture hip-hop en France. Tout d'abord, car c'est la première fois que des artistes hip-hop purent se produire à l'international. Je dis bien hip-hop, car pour l'instant je me suis focus que sur les rappeurs, mais ce sont tous les acteurs de la culture hip-hop qui sont concernés. Danseurs, DJ, beatboxers ou encore graffeurs. Le second point de pourquoi cette tournée est aussi importante, c'est par son influence, car partout où elle est passée, elle a eu un fort impact. Ici, on ne se consacrera qu'à Paris, mais je suis sûr qu'elle a eu un certain impact sur la scène rap londonienne ou à d'autres endroits où elle a pu passer. En France donc, elle inspirera beaucoup de jeunes et créera beaucoup de futurs passionnés, venus par curiosité. La prochaine personne que nous allons rencontrer n'est autre que la personne qui a fait le plus se répandre le mouvement dans toute la France. Et car oui, depuis le début je ne te parle que de Paris, car à l'époque le mouvement n'est quasiment présent que là-bas. Mais si on peut aujourd'hui avoir des rappeurs partout dans la France, c'est en partie grâce à Sydney, la personne dont je t'ai parlé juste avant, et dont je tiens à revenir sur son parcours. Sydney commença donc sa carrière en tant que DJ, au club de l'Émeraude, dans lequel il jouera entre 1976 et 1982, où il se fera remarquer par une amie de Clémentine Célarier qui lui proposa d'entrer dans la radio qui le fera connaître, et son émission qui le rendra légendaire. Je te parle de Radio 7, qui le rejoignait en 1982, et de son émission Rappeur Dapper Snapper, où il jouera pour la première fois entièrement du rap américain. Il fera passer et interviewer des légendes comme Afrika Bambaataa ou encore Futura 2000, venu spécialement des États-Unis. Il invitera aussi Bernard Zecri, que nous avons vu tout à l'heure, et bien d'autres personnes connectées de près ou de loin au rap. C'est simple, si quelqu'un voulait se faire connaître, il devait aller chez Sydney, dans Rappeur Dapper Snapper. Mais l'émission n'était pas focalisée sur le rap américain, car Sydney donnait sa chance au premier vrai rappeur français. Ce n'est pas les artistes de variété, qu'on a vu tout à l'heure, qui jouaient sur la mode. Ces gens-là vivaient hip-hop, dormaient hip-hop, mangeaient hip-hop. Leur journée était rythmée par ce mouvement, et c'est une vraie philosophie de vie et valeurs que partageaient les gens à l'époque. Pour revenir à Radio 7, on pouvait donc retrouver des noms comme Dynasty, Lionel D ou encore le King Richie, que tu ne connais sûrement pas, mais on se concentrera sur eux dans la prochaine partie, ne t'inquiète pas. Après son passage à Radio 7 de 1982 à 1984, Sydney partit sur TF1 pour animer son émission HIP HOP. Mais avant de te parler de l'émission en elle-même, il faut que je revienne sur comment Sydney passa d'animateur sur une radio de niche à animateur sur la plus grosse chaîne à un horaire de grande diffusion. Tout ça, on le doit à Marie-France Bruyère, programmatrice des programmes de TF1 et qui assistait à une séance de dédicace organisée par Sydney, qui eut un engouement incroyable. Elle se rendit compte que le mouvement hip-hop était quelque chose qu'elle ne devait pas rater. Elle proposa rapidement à Sydney son idée, créer la première émission télé parlant de hip-hop de l'histoire. Sydney accepta. Il apprit donc à la France entière, tous les dimanches, à faire des mouvements de danse. HIP, HOP, HIP, HOP. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Et invita des DJ et des rappeurs comme Afrika Bambaataa ou Fab Freddy. Il est aussi important de préciser que Sydney à l'époque est l'un des tout premiers animateurs télé noirs en France. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Moins d'un an après son début, et après 43 numéros, l'émission s'acheva à cause de baisse d'audience. Mais cette baisse d'audience n'est pas la seule cause. Elle s'accompagne d'un désintérêt autour du hip-hop, aussi car les médias et les marques reprendront les clichés du mouvement à la limite de la parodie pour vendre. Mais même si on voit au fur et à mesure le hip-hop disparaître des médias, certains toujours aussi passionnés croiront en cette culture et continueront de rapper, de graffer et de danser. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de ce documentaire. Comme on vient de le voir, le rap français au début des années 80 est en chute libre, à cause de la surutilisation du style dans les médias, mais surtout d'une certaine lassitude du public. Le mouvement hip-hop à l'époque fut considéré comme une mode passagère, mais la première génération de rappeurs que nous allons voir a pu remettre le rap sur le devant de la scène, ou au moins pu créer des bases stables pour les générations suivantes. Le premier que nous allons rencontrer est Dynasty. Celui que l'on peut nommer premier vrai rappeur français de l'histoire, je dis vrai, car il n'est pas vraiment le premier rappeur français, comme on l'a vu plus tôt, mais le premier à se revendiquer comme rappeur, même si on verra qu'il aura aussi de nombreux rôles. Revenons donc sur son histoire. Elle commença donc à San Francisco, lors d'un voyage avec son grand frère. Ce voyage se déroule en 1981. Il découvrira aux États-Unis pour la première fois le mouvement hip-hop, avec des gens qui dansaient dans les rues, des graphes sur les murs et les transports en commun, et des disques ainsi que des freestyles de rap à la radio. Dynasty tomba rapidement amoureux de cette culture et ramena des valises de disques en France.
De retour dans son pays d'origine, Dynasty s'informa sur les personnes sur Paris, connaissant et partageant le même amour pour le mouvement hip-hop. On est alors en 1982 et on lui conseille d'aller rencontrer Ciné dans son émission Rappeur Dapper Snapper. Il y rencontre Lionel D et Richie, qui deviendront des amis et avec qui il formera un trio. Il continuera de passer sur Radio 7, mais en même temps que ça, il fallut pour lui trouver un travail. Et il rentra donc dans la radio Arc-en-Ciel, une radio pirate, encore très commune à l'époque. Il lança là-bas sa première émission, le Funkabilly. Si t'as de la mémoire, tu dois t'en souvenir, car c'est encore une référence au Rockabilly, un hit de l'époque. Quelques mois après son entrée chez Radio Arc-en-Ciel, les radios pirates furent toutes fermées par le gouvernement, et Dynasty dut donc se démerder à trouver un nouveau travail. Il enchaînera donc les clubs et les boîtes de nuit comme DJ pour gagner sa vie. Mais il eut finalement l'idée de mélanger ces deux objectifs, faire de la musique et gagner assez d'argent pour se nourrir. Il se lança donc à créer un album totalement solo et avec son propre matériel, donc à des années-lumière des moyens d'aujourd'hui. Son album fini, il alla graver à peu près 1000 disques pour les vendre dans tout Paris. Et tout ça seul, encore une fois. Il réussit après beaucoup d'efforts à vendre son stock et à gagner de l'argent. Si je te parle de ce disque, c'est car on le considère comme le premier album de rap français de l'histoire. Malgré que ce soit complètement différent d'aujourd'hui, son rap était inédit pour l'époque, car il présente une réalité plus sombre que le hip-hop de l'époque, qui servait essentiellement à faire danser les gens. Mais le principal point qui le différencie du rap de l'époque est le fait qu'il rappe en français. Quelque chose de moins évident qu'on pourrait le penser. Car tous les rappeurs de l'époque rappaient en anglais. C'était un moyen pour eux de s'exporter. Mais Dynasty prit le contre-pied de tout ça. Comme tu as pu l'entendre dans les extraits que je t'ai mis, les sons sont aussi beaucoup teintés de funk. C'est une musique qu'il apprécie beaucoup. Suite à ça, Dynasty sera l'un des membres les plus importants du terrain vague de La Chapelle, un endroit mythique du rap français, car il organisa les premières block parties et il sera le DJ des battles de rap et de danse qui se tenaient là-bas. Pour l'instant, je n'ai insisté que sur son rôle de rappeur, mais il est devenu légendaire plus grâce aux platines qu'au micro. Je termine avec le terrain vague, qui fut aussi l'un des premiers projecteurs sur le rap français, car très proche de là se tenait le magasin Ticaré, qui vendait des accessoires et des habits hip-hop qui étaient directement importés des États-Unis. Les gens venaient d'Espagne, d'Italie ou d'autres pays pour se procurer ces produits et passaient donc au terrain vague pour rencontrer des passionnés de hip-hop locaux. Mais l'organisation dans ce lieu ne dura pas très longtemps. C'est maintenant l'heure pour moi de te parler des talents de DJ Dynasty. Quand je t'ai parlé de Panam City Rapine, je t'ai bien dit qu'il avait tout fait tout seul, de l'écriture à la vente main à main de ses disques. Il faut aussi dire qu'il a réalisé toutes les prods et tous les différents autres arrangements du projet. Mais Dynasty n'était pas égoïste, il aida donc aussi ses collègues rappeurs sur leur propre disque. C'est pour ça qu'on le retrouve crédité sur le premier maxi de Destroyman et Johnny Go, un duo pionnier comme Dynasty dans le rap en France. Venant tous les deux à la base du rock, ils feront la rencontre de Dynasty dans des soirées. Puis ils se joindront à lui au terrain vague, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Il venait ensuite l'idée à Destroyman et Johnny Go de faire un premier projet. Mais eux n'étaient talentueux qu'en rap et en danse. Et c'est maintenant qu'intervient Dynasty, qui les aida sur le côté technique en tant que DJ. Pour continuer sur son parcours en tant que DJ, il participera à différentes compétitions comme le championnat de France, qu'il gagnera plusieurs fois, ou encore les championnats du monde, où il terminera 3ème. Une petite anecdote, Dynasty était tellement au-dessus du lot que l'organisation du championnat de France le disqualifia car il était trop fort et ne laissait pas de place aux autres DJ. Revenons au rap français, où en 1988, il co-animera avec Lionel D l'émission Dynastyle sur la radio Nova, où il passera du rap, mais aussi de la funk, de la gogo et d'autres styles pour que ce soit plus hétérogène. Mais parlons plutôt de son ami et collègue Lionel, qui nous a malheureusement quitté le 26 février 2020. J'ai appris ces tristes nouvelles lors de mes recherches et je voulais donc lui rendre hommage pour tout ce qu'il a pu apporter à la culture hip-hop et rap, que ce soit avec Dynasty, mais aussi dans sa carrière solo, à laquelle nous rendrons hommage dans les prochains épisodes. Pour l'instant, revenons juste sur sa contribution au Dynastyle, car il commencera à faire des freestyles. Car là je me fâche, sache que je m'attache à la paix que j'arrache gratuitement. Stop, je veux de l'argent, des francs comptants, j'attends jusqu'à présent sur scène. Puis, il invitera d'autres rappeurs de ce qu'on peut appeler la seconde génération du rap français, avec par exemple NTM, Assassin ou encore UJM.
Le style est une dot pour la génération à venir, donc de pire en pire ma prof t'attire. Car le poids légendaire de son tempo, dosé à souhait, doit te donner la sensation des collégiens alors. Malheureusement, l'émission prit fin un an après, en 1982. Et ça tombe bien, car c'est à cette date-là que je compte te laisser pour ce premier épisode. Dans le prochain, on se consacrera au début des années 90, et avec ce que l'on peut appeler le premier âge d'or du rap français. Mais pour ça, il va falloir encore patienter. Je donne rendez-vous dans 1 à 2 semaines, je vais essayer de prendre un bon rythme, mais vu comment je travaille, c'est pas assuré. Mais c'est pas le sujet. Je te souhaite une bonne journée, salut. Sambo gang, cette merde est validée. Dans les coins de rue qui m'ont fabriqué, plus qu'un chiffon bleu.